à l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allée au cinéma dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on l'a. C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça. Et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens. D'ici d'aujourd'hui et de demain, je me marre déjà parce que Geneviève est sur sa tablette et que c'est déjà un sketch en soi. Bonjour Geneviève. Bonjour Elvire, c'est vraiment oui, sympa. Je m'appelle Elvire aujourd'hui. Bonjour Marianne, merci d'être toujours fidèle avec nous. Nous avons envie de vous parler de plusieurs films, c'est normal, on est là pour ça. Et on a fait une petite sélection comme ça. T'as pas changé de Jérôme Commandeur. Un mot avant d'écouter la bande-annonce. C'est un film sympa, un brin nostalgique qui nous replonge dans les années 90, c'est-à-dire les années lycée de Quinca. Voilà. Et bon, il s'est bien entouré, puisqu'il s'est entouré de François Damiens, de... Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, mais je voulais finir par elle. Ah, Mince, t'as raté mon effet. On devrait Laurent Lafitte. se causer avant. Ouais. Laurent Lafitte, qui est naturellement de la sage de la classe, celle qui est devenue médecin et tout ça, qui était Vanessa Paradis. Alors en fait, c'était un quatuor de copains. Et il y en a un qui est parti un peu trop vite. C'est tragicomique, quoi. Il est mort, mais bon. Et c'est comme ça qu'ils repensent retrouver les copains pour honorer celui qui est mort. Mais ils ont oublié que c'était des petits cons quand ils étaient au lycée et qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie vraiment de les suivre. Donc, est-ce qu'ils vont réussir dans leur mission ? Est-ce que ça va renouer ? Voilà. Le pitch est vachement bien. Moi, j'en ai gardé un bon souvenir. On écoute la bande-annonce, mais on en parle juste après quand même. D'accord. Merci. Bah oui. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous étiez en terminale en 93 au lycée Clémenceau. Et on vous a retrouvé, bande de petits vénards. Comme certains d'entre vous le savent déjà, Daniel Mollet est parti faire le con dans les nuages. Ça nous rend tous bien tristes. Il fait pas partir, ce con. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'organiser cette grande soirée de retrouvailles pour lui rendre hommage, comme au bon vieux temps. Vous faites un pas de plus, j'appelle Vérissure. Je dirais qu'on était un peu les influenceurs stars du bahut. Vous êtes des balais à chiottes et tout le monde le pense ici. Vous aurez des vies de merde. Le karma, ça s'appelle. J'arrive, Michel, je suis en dédicace. Et arrête de faire le malin avec ta tignasse. À ton âge, j'en ai beaucoup plus que toi. Casse les couilles. Vous êtes toujours les mêmes gros bâtards que quand vous étiez méchants et cons. Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps, parce que je dois y aller moi aussi. Oh. Ah, le coup de pelle qu'ils se sont pris, ça fait mal au cœur. Mon Jérém, c'est un sanguin. Il va les monter au plaftard, tes garçons. Il a 10 ans de MMA au cul. Je suis Jérém, le mari de Marion. Vous êtes pas la copine à Colette Guy? Non, je suis pas la copine à Colette Guy. Je crois qu'on n'a jamais pratiqué ensemble. Moi, je commence par la petite boule à gauche. Il y a bouffé là-dessus. C'est un film qui nous fait encore sourire quand on l'entend. Surtout quand on imagine la scène dans la piscine. Aussi, voilà. Oui. Mais en même temps, ça nous replonge quand même dans ce qu'on a vu et on a apprécié. Oui, le film est chouette. Oui, et Jérôme Commandeur est bien parce que c'est lui qui a écrit, c'est lui qui réalise et il joue le suiveur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il prend plaisir à regarder les autres jouer leur rôle. Oui. Et donc, c'est agréable. Et il est touchant, il n'en fait vraiment pas des caisses. C'est ça. Et c'est lui, c'est bien. C'est bien trouvé, il se débrouille bien. Ouais, et moi j'ai adoré une scène précisément où Vanessa Paradis est invitée à chanter. Oui.
Bravo à elle. Oui, parce qu'il faut le faire. Chanter mal quand on sait chanter, c'est pas Exactement. facile. Bravo à elle. Alors que Laurent Lafitte chante, lui, et chante bien. Il chante très bien. Comme on le sait, puisque bientôt, il est bientôt sur scène pour la Cage aux Folles, une comédie musicale. Et apparemment, il chante bien. Mais il a fait une école de comédie musicale. Donc, tout à fait. C'est très bien de découvrir une nouvelle facette de ses talents. Un bon film en tous les cas, pour vous amuser, pour passer un bon temps, pour justement, ça évoque quand même aussi quelques souvenirs. Quand qu'on ait 30, 40, 50 ans, qu'est-ce que sont devenus nos copains de lycée, de collège. À une époque, il y a très longtemps, il y avait copains d'avant. Marianne, elle dit oui, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc ça veut dire qu'elle connaît. C'est pas tout à fait la même chose. Copains d'avant, c'était vraiment pour aller chercher les copains du lycée et du collège. Mais évidemment, on peut trouver par d'autres biais. Mais je trouve que c'est cette démarche-là d'aller chercher ceux avec qui on a passé une partie de nos jeunes études, parce que ce n'est pas les études universitaires, et qui est assez rigolote et qui est bien montrée dans le film. En effet, on oublie, qui sont devenus... Et on oublie qui on a été. Voilà. Pour continuer, c'est toi qui vas avoir la parole, toute seule comme une grande. On vous croit, de Charlotte de Villers et d'Arnaud Dufay. Alors, Arnaud Dufay, oui, c'est ça. Alors, vraiment, changement d'ambiance total. Hein. C'est un sujet grave que les personnes ont traité sans manichéisme, c'est-à-dire que tu n'as pas la blanche colombe et le pigeon noir. C'est une femme. Alors, le film commence par une scène assez brutale. C'est-à-dire qu'on entend une femme, une mère qui crie après son gamin, qu'on voit à peine, qui hurle dessus parce qu'il ne veut pas. Il traîne, il faut qu'il prenne le tram. Ils ont rendez-vous avec le juge. Elle ne veut pas rater ça, mais lui, le gamin, il ne veut pas y aller parce qu'il va retrouver son père là-bas. Donc, mais elle est tellement à bout qu'elle est prête à taper son gamin. C'est très fort, c'est très intense. Et après, c'est presque un huis clos parce qu'on ne va plus jamais quitter le tribunal de la jeunesse. C'est belge. D'abord dans le hall d'attente où ils attendent, où les regards c'est l'angoisse totale, rencontrer voir le père, voir le mari, les avocats qui se regardent, tout ça c'est filmé. Puis ensuite on rentre, les enfants sont d'abord accueillis, on ne les voit pas, et ensuite les parents rentrent et la juge donne la parole à chacun d'entre eux, chaque avocat, etc. Et elle arrive à nous maintenir comme un suspense, même si on est a priori pour la mère, parce qu'apparemment le fils ne veut plus y aller parce qu'il a été traumatisé par le père. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez bouleversant et autant tout prendre d'un coup. La mise en scène est minimaliste, c'est-à-dire un portrait, caméra face à celui qui parle, face à la juge, face à celui... Et une tension jusqu'au bout. On ne sait pas quel va être le jugement, parce que l'enjeu, c'est est-ce que la mère est encore capable de garder ses enfants? Est-ce qu'elle n'est pas trop dépassée? Est-ce qu'on pourrait évidemment pas donner les enfants au père, mais les faire... Les placer, voilà. Et à la fin du film, on voit la juge en train de réfléchir, on ne saura pas la réponse. D'accord. Mais c'est vraiment passionnant, intéressant. Et j'y suis allée dans le cadre d'une avant-première à l'Omnia. Il y avait des femmes qui racontaient qui témoignaient de leur parcours du combattant pour la justice. Et c'est vraiment un film à voir, c'est touchant. C'est fort. Eh bien, on écoute la bande-annonce. Surtout, ce qui est important, madame, c'est vraiment essayer de ne pas montrer que vous hésitez. Soyez bien convaincue, convaincante de tout ce que vous dites. Pensez à ce que vous allez dire. Maman, tu crois que papa il va s'asseoir ici? Non, mon cœur, il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. Ok? C'est madame la juge qui peut prendre des mesures concernant les enfants. Mais quoi, elle peut me les enlever? Je vais commencer par un résumé succinct de ce qu'ennuient les enfants. Lorsque je demande à Étienne s'il peut décrire ces images, il reste très évasif. Madame Piron alimente chez les enfants cette volonté de rompre complètement la relation avec leur papa. Moi, je comprends pas. Et je suis très inquiet pour les enfants. Je comprends pas ce qu'on me reproche, en fait. Ils sont où? On les a installés dans une autre salle. Vous inquiétez pas, c'est la procédure. Je veux voir mes enfants. Je veux voir Étienne. Je pensais que j'allais être soutenue. En déclarant les faits, j'allais être encadrée, soutenue, protégée, accompagnée par la justice, par mes proches. La plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ou moi
nous disons est faux, que nous mentons plutôt que de croire en ce que nous avons vécu. En effet, c'est pas une ambiance hyper... Non. Par contre, coup de chapeau aux deux acteurs. La Myriam Akedieu, je ne sais pas si tu connais, elle est vraiment, vraiment très, très bien. C'est la mère qui nous fait partager ses vibrations. Enfin, on a presque toute peur, son émotion. Toute son émotion, tout ça. Et puis Laurent Capelluto qui réussit à ne pas rendre antipathique le père. Ouais. Il joue les innocents parfaits et on ne sait pas ce qu'il en est, quoi. Le doute nous étreint, c'est obligatoire. Quant aux avocats, ce sont des vrais avocats qui ont accepté de jouer le jeu. Donc à part la juge, ce sont que des gens qui sont du milieu professionnel. Donc c'est vraiment intéressant. Ok. En tous les cas, au son, ça sonne bien, si j'ose dire, et ça résonne juste. Et avec la musique en tension, je ne me souvenais plus de la musique, mais si elle accompagne le film comme ça, c'est parfait. Ok. Eh bien, merci. On ira découvrir ce film-là. Je vais du coup pas faire la transition que je souhaitais parce qu'il me semble qu'il y en a une mieux qui est plus juste, qui me semble plus juste, c'est de passer l'intermédiaire. On va commencer par la bande-annonce de l'intermédiaire puisque nous ne nous en souvenons pas de la même manière, Geneviève et moi. En anglais. Ah oui, flûte. Allez, un petit bout juste pour le son. Merci. My name is Sarah Grant. I'm in possession of evidence of an unlawful cover-up. There are a number of whistleblower support organizations. No, I just want to give everything back. There are official channels, but Ce qui est intéressant, c'est de toute façon d'entendre la musique. Maybe should have looked the other way, but they can't. I've never met him. That's kind of the point. Et d'entendre la tension dans les voix. This is the Tri-State Relay Service. What is that? It's a hearing-assisted device for the deaf. The Americans with Disabilities Act of 1990 prohibits relay operators from disclosing the content of any relayed conversation. The person who's called you will type their conversation and I'll read it to you. Alors là, il s'agit d'une société, je ne sais pas si ça existe en France, c'est une société intermédiaire, justement, qui permet aux gens de passer des coups de fil sans être identifiés, donc en restant absolument anonymes. Donc on entend dans les voix des dames, c'était des femmes là, qui disaient « on vous appelle pour machin, est-ce que vous prenez l'appel ?» etc. Et vous avez dû entendre que c'est un peu plus atone que le reste. Donc voilà, le film, allez, on va vous faire le pitch quand même, si c'est possible, madame. Est-ce que vous avez le pitch ? Oui, je l'ai, mais bon, il faut que je le retrouve. C'est jamais tout à fait comme on voudrait que ça se passe quand, voilà. C'est ici. Le pitch, c'est un film que nous avons découvert dans le cadre du festival de Deauville et c'est un fixeur de renommée mondiale spécialisé dans la négociation de paiement entre entreprises corrompues et ceux qui menacent de les faire tomber, qui est habitué à garder son identité secrète grâce à une organisation millimétrée et des règles strictes. Il voit son univers basculer lorsqu'une nouvelle cliente sollicite sa protection pour rester en vie. Alors, moi, ça m'a évoqué premièrement la protection des lanceurs d'alerte. Ouais, c'est ça, et je crois que c'est ce que ça cible en priorité, le monde dans lequel on est et comment retourner les lanceurs d'alerte, comment les... Oui, passer outre leurs possibilités, soit les faire taire, soit... Donc ça, c'est l'angle qui est intéressant. Qui est intéressant et que moi, je ne pense pas que ça existe en France, c'est ces intermédiaires-là. Cette société intermédiaire. Ça, c'est vraiment... Effectivement, ça a besoin d'être au millimètre près. Ça, c'est passionnant à voir. Voilà. Oui, puis l'organisation que lui, il a avec ça. Oui. En effet, c'est très juste. C'est assez énorme. Je ne sais pas si ça existe en vérité. Non, moi, je crois pas. J'ai même pas vérifié. En vérité, je ne sais pas. Non. Mais ça m'a évoqué aussi, c'était intéressant pour ça aussi, ça m'a évoqué Fun Game. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là qui se passait dans une cabine téléphonique. Et puis j'adore parce qu'on évoque juste le titre, mais en fait, ça a marqué tout le monde. Le type qui était à New York et qui se retrouvait dans la rue et ça sonne dans une cabine, donc il décroche et parce que ça sonne vraiment et en fait on lui dit que si jamais il bouge, si jamais il raccroche, on le tue et il voit les traces de la petite lumière rouge là qui bouge, donc il sait qu'il est visé mais il ne sait pas où, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi et les flics arrivent et veulent qu'il lâche.
Mais il ne sait pas pourquoi et il sait qu'il ne peut pas raccrocher. Et ça m'a évoqué cette tension-là, Oui, c'est ça. et ce rapport à des faits qu'on ignore. Oui, c'est ce qu'on peut attendre de ce film-là, Ouais. parce que c'est parfait. C'est exactement dans cette ambiance-là qu'on se retrouve. On met un certain temps à comprendre. On se met dans la peau de la lanceuse d'alerte en espérant qu'elle maintienne quand même ses positions, tout en espérant qu'elle garde vie. Enfin, donc il y a pas mal de suspense et c'est bien. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le premier lanceur d'alerte qui ouvre le film, qui obtient gain de cause. Donc pour se taire, on lui donne de l'argent. Et en fait, il part en se disant « Ah oui, mais je me tais, ok, d'accord, on m'embêtera plus. » C'est ça aussi. C'est ça. On m'embêtera plus, très bien. Mais je sais quelque chose que les autres ne savent pas. Oui, oui. Et si j'ai voulu être lanceur d'alerte, c'est pas dit, mais si c'est comme ça. Si j'ai voulu dénoncer quelque chose, c'est bien parce que je sais quelque chose qui ne me paraît pas juste. Donc ça, c'est... Voilà, ça soulève énormément de questions. Ça fait partie de ces films du cinéma américain indépendant que j'aime énormément parce que avec finesse, ils arrivent à pointer du doigt des faits de société mondiaux et des cas de conscience. Bref, moi, personnellement, c'est un film que je vous inviterai à aller voir, même si je reconnais que quand on m'a dit, au fait, si on parlait de l'intermédiaire, j'ai dit, c'est quoi? Mais alors, tu as le titre est nul. Tu as une excuse parce que le titre anglais c'est Replay et Relay. Et c'est donc tu as dû te souvenir de ce titre-là. Elle est géniale. Of course I did. Et c'est donc de David Mackenzie. Voilà. Avec des acteurs pas très connus. Mais avec des acteurs pas très connus et superbes d'ailleurs. Je me souviens plus du nom du fixeur, mais il est vraiment super. Oui. Ils sont très très bons, très bons. Je crois aussi que le film, parce que c'est marrant, vraiment là en écoutant la bande-annonce, il me marque à nouveau et je me dis je suis sortie dans vraiment j'ai pensé à Fun Game et dans un état d'esprit d'un film qui est à défendre parce qu'il raconte et parce que le suspense nous a tenus en alerte. Ouais. Ça a vraiment très bien fonctionné et pour ça il est aussi sorti du lot parce qu'on n'utilise plus beaucoup d'un tel suspense, donc ça fonctionne vraiment bien. Et en même temps, on a vu tellement de films riches au Festival du cinéma américain autour que ça le broyait un peu. Oui. Mais voilà, je ne l'ai pas complètement oublié. Allez le voir, l'intermédiaire. Allez, on change de registre, mais on reste chez les Américains un tout petit peu et on ne passera pas la bande-annonce. Et pareil, pour le même type de retour, de remarques, j'ai envie de dire, j'ai vraiment pris un plaisir fou parce que c'est le regard que Paul Thomas Anderson pose sur les États-Unis qui m'intéresse. Mais tu n'as pas dit le titre. J'y vais. D'accord, pardon. Une bataille après l'autre, tu vas être puni. Ah oui, mais ce film m'a tellement plu que j'aurais envie de dire à tout le monde, allez voir Une bataille après l'autre. C'est dingue, c'est incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment, je mettrais une énorme marche par rapport à l'intermédiaire, c'est pas comparable. Qui est très agréable, très bien, mais Une bataille après l'autre, c'est absolument pas comparable. C'est vraiment formidable, quoi. Et moi qui suis pas sensible à la mise en scène parce que je m'attache plus au fond qu'à la forme, là j'ai été épatée par la mise en scène. Il y a une vraie patte. Et là c'est visible, c'est visible sans être appuyé, c'est vraiment très bien. Et c'est pas parce qu'il y a Leonardo DiCaprio qui est dedans que j'ai bien aimé. Non. Et là on sent que Leonardo DiCaprio joue un rôle qu'il adore jouer parce qu'il cabotine. Oui. Et en fait il est drôle à voir comme ça. Il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est. Il faudrait quand même raconter de quoi il s'agit. Alors on y va. Une bataille. J'aurais dû sortir le pitch. Là, elle me piège. Pourquoi elle me piège alors, une bataille après l'autre. On va dire que. Est-ce que vous vous souvenez des Black Panthers? Voilà, c'est l'époque des Black Panthers. Ouais, ils sont pas nommés. Ils sont pas nommés comme étant les Black Panthers. Non, c'est pas eux, mais ils font partie. Ils en parlent. Voilà. Oui, c'est pas eux qui sont les Black Panthers. Ils sont pas identifiés comme étant les Black Panthers. Ils agissent un peu pareil. C'est exactement de la même manière. Donc ils font des attentats. On peut pas dire. C'est ça. C'est des attentats pour défendre une bonne cause. Voilà. Donc il y a la femme qui est black et le mari qui est Leonardo DiCaprio qui est blanc. Oui, tout à fait. Et donc on arrive à un moment où la femme tombe enceinte et va avoir un bébé. Et c'est très très important. Donc c'est une scène très drôle où on voit la femme qui est beaucoup plus active. Elle très révolutionnaire dans l'âme. En même temps, c'est elle qui est black. Hein. Et donc on la voit tirer avec un ventre énorme et tirer à la mitraillette. Bon, c'est choquant et en même temps drôle, quoi. Oui. Voilà. Et donc après, je me souviens du coup d'une scène, pardon, mais j'ai perdu ton gars, il est tombé de 12 mètres, il atterrit dans un arbre, je sais pas après.
Mais il y a vraiment plein de moments très drôles, ouais, en vérité, ouais. dans ce film-là. Pardon, je t'ai coupé. Oui, du coup. non, c'est juste pour dire que bon, il y a ce point de départ-là qui est assez volcanique. Et puis ensuite arrive la deuxième partie où lui se retrouve seul avec sa petite fille de quelques mois et décide de l'élever autrement. Donc il s'éloigne totalement, il ferme les ponts avec tout, etc. Et il élève sa fille dans une situation comme de Madame Tout-le-Monde, quoi. Elle va à l'école, etc. Sauf une chose. Il lui dit, si quelqu'un te dit blablabla un jour, tu fais tout ce qu'elle te demande. Et puis, rappelle-toi d'un code. Oui, c'est ça. Mais je ne me rappelle même plus du code, mais en tout cas, si la personne te dit « suivez-moi » avec une phrase bien précise, avec des melons ou je ne sais pas quoi, tu fais ce qu'on te dit. Voilà. Et ça reste comme ça dans la tête, etc. Et arrive le moment où une femme se présente à la jeune fille qui sort du lycée ou qui va en l'air Qui a à peine 18 ans. Voilà. Et on lui dit « suivez-moi ». Et là, ça démarre autrement, sur un autre rythme. Et c'est très drôle. Et c'est très drôle et très riche, parce que ça raconte beaucoup, comme j'ai ouvert mon propos, c'est vraiment dans la même veine que l'intermédiaire. C'est comment défendre une idée, et puis le regard que l'on pose aujourd'hui sur les États-Unis. Absolument. Voilà. Alors donc là où je rejoins ce que tu dis au niveau du cabotinage de Caprio, c'est que lui, ça fait 20 ans, sa fille a 18 ans, ça fait 18 ans qu'il a complètement largué les amarres. Et donc, quand par téléphone, il demande de l'aide et qu'on lui demande un code, il ne connaît plus le code. Ça, c'est une petite scène que vous voyez sur Internet, dans la bande-annonce, elle est vraiment très drôle et c'est très bien joué, quoi. Mais j'en ris encore. Oui, parce que c'est un vrai plaisir. Régulièrement, il y a des gros coups d'humour, de blague. C'est pas de l'humour, c'est de la blague. Et puis après, il y a des gros coups de bataille après l'autre. Complètement, c'est ça, une bataille après l'autre. Vraiment, on ne peut que vous encourager à y aller. Oui. D'ailleurs, il résiste, il est encore à l'affiche alors qu'il est sorti en octobre. Oui, ça fait... Non, il résiste bien, puisque c'est un très, très, très beau moment garanti. Oui, garanti. Voilà. Allez, on retourne en France, on retourne en français avec L'inconnu de la Grande Arche, on peut difficilement faire plus français, de Stéphane Desmoustiers. Pourquoi je dis qu'on peut difficilement faire plus français alors que le fameux inconnu, donc l'architecte, lui n'était pas français, était suédois ? Danois. Mais c'est parce qu'en fait on est sous l'ère de Mitterrand et qu'il s'agit de la construction de la Grande Arche de la Défense. La bande-annonce explique très très bien le pitch, mais je préférerais qu'on vous en parle juste après. Monsieur le Président de la République. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président ? Faut demander à Subilon pour le savoir. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Qu'avez-vous construit dans votre carrière ? Ma maison et 4 églises. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. C'est tout à fait concluant. Buen er vurderet til 1,3 milliarder. Subilon est l'homme des Mitterrand. C'est son valet. Subilon m'a informé que vous travaillez avec Andreu. Je suis très heureux de rencontrer l'homme qui a mis d'accord toute une profession. Quand j'ai conçu Roissy, j'avais 29 ans. Plus d'une fois, je me suis demandé si j'étais pas un imposteur. Et que pensez-vous des architectes français ? Je le trouve inhibé. Je veux des nuages qui flottent. Je vous avais indiqué que c'était impossible. On a toujours le choix. If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable to you. My presence here is no longer needed. If it's urgent, just take your time. Du har mange følelser. Mitterrand est mon client et je respecte toujours mon client. Arrêtez de vous réfugier derrière le président. You're stealing my cue. No, I'm trying to save No, you're your not. cue. Je dois parler avec Monsieur le Président. Så står jeg omringet af idioter og gangster og svindlere. Le cube, c'est l'œuvre de ma vie. Un film très,
très riche. Il ouvre plein de portes. Oui. Le rapport au président, le rapport au pouvoir, le fait de marquer quand on est au pouvoir, de marquer son étape ou pas. On en a beaucoup. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé à l'époque, en se moquant plutôt de Mitterrand qui en faisait des caisses. Mais en fait, quelle fierté on a aujourd'hui rétrospectivement de se dire que, oui, il y a la pyramide du Louvre qui est absolument magnifique. Oui, il y a cette grande arche de la défense qui raconte. Oui. Il y avait Beaubourg du temps de Pompidou. Il y a quand même tout un tas de Chirac avec le musée des arts primitifs. Des arts primitifs, oui. Enfin voilà, chacun a marqué, mais ça apporte par le biais de la culture au sens large, pour le coup, parce que c'est aussi l'architecture, et c'est d'une richesse, ça c'est certain, incomparable. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est le rapport, et pour le coup, Michel Faux qui joue Mitterrand, très vite, on oublie que c'est Michel Faux et on voit que c'est Mitterrand. C'est assez délicieux comme il le fait. Et c'est le rapport donc de l'architecte au client qui est un client atypique. Le rapport du client à l'argent dont il dispose. Comment est-ce qu'il fait ? Et puis, en fait, reprécisons et remettons-nous dans le contexte. À ce moment-là, il y a la cohabitation qui arrive. Après. Oui, dans l'époque de la construction de l'Arche de la Défense, il y a la cohabitation qui arrive. Donc, en fait, il perd les pouvoirs qu'il a. Donc, il distancie par rapport à l'architecte qui, lui, ne comprend pas. Parce que ce n'est pas son mode de fonctionnement et parce qu'il est très intègre. On a entendu, il a fait 3 ou 4 églises et puis une maison. Et sa maison. Pour tout cela, c'est passionnant, avec un Swan Arlo qui est très juste, très très juste. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir que les ambitions de l'architecte n'ont rien à voir avec la folie des grandeurs. C'est sa pureté, c'est vraiment son désir de pureté, de beauté qu'il respecte. C'est pas pour avoir c'est pas comme Trump qui fait des. Bien sûr. Voilà, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est aussi terrible d'ailleurs parce que ça raconte énormément. C'est un vrai artiste, donc il raconte quelque chose avec l'œuvre architecturale et ce qu'il dit dès le départ par rapport aux architectes français qui sont coincés, qui sont petits, trop inhibés, c'est ce qui s'est passé sur sa propre œuvre, puisqu'elle a été coupée, redécoupée. Et surtout, lui a démissionné avant la fin. Il a dû rendre son tablier, en effet. Et il est mort inconnu. On se tait et il est mort inconnu. C'est fou. Mais je ne regarderai plus jamais. Après, je n'ai pas arrêté de regarder comment l'histoire vraie, comment ça a été construit, qu'est-ce qu'il en était. Puis je me disais, mais mince, je n'ai pas vu qu'il y avait ça, il y a vraiment ça. Ah oui, c'est comme ça. Et non, ça y est pas, parce que c'est vachement intéressant. En plus, c'est de l'adaptation d'un livre de Laurence Cosset. Laurence Cosset était venue à Rouen pour présenter. Elle a bien dit qu'elle avait fait énormément de recherches, mais ça n'était que sa vérité à elle. On ne peut pas raconter, elle ne peut pas se mettre à la place de sa femme, que l'on voit dans le film, etc. Et lui, il a fait sa vérité à lui. C'est-à-dire que ce n'est même pas tout à fait non plus la vérité de Laurence Cosset. Donc, mais c'est au plus proche de tout ce que tu as dit sur l'étude de l'art, le rapport du président à l'argent, etc., c'est super intéressant. Les rapports des autres architectes français. Les corps de métier. Les corps de métier. Les rapports avec l'intermédiaire politique, qui est joué par le Delanne. Xavier Delanne, qui est le directeur de cabinet. Qui est directeur de cabinet. Swan Arlo, qui est un autre architecte, celui qui a fait, qui a un problème avoir fait l'aéroport de Roissy. Voilà, et qui se trouvent encore usurpateurs. Donc, c'est des gens qui sont complètement en train de se douter d'eux-mêmes alors qu'ils font des choses qui nous épatent. Donc, tout ça est passionnant, vraiment. Pour toutes ces raisons, c'est vraiment un film qui vaut le coup. Et puis, l'Arche de la Défense, vraiment, vous ne la verrez plus jamais de la même manière. Non. Et ça vaut le coup aussi de connaître le comédien Claes Bang, qui est un Danois, qui est parfait pour jouer à la fois le discret, l'entêtement, l'élégance, parce qu'il est élégant, il porte l'élégance sur lui. Et l'intégrité. Oui, c'est ça. Et son cube, c'est son cube qui est la démonstration de l'intégrité, parce qu'il fait un truc carré. Ça peut être con, mais finalement, c'est fantastique, quoi. Et c'est dans cette simplicité que ça se situe et que ça se joue. Vraiment un très très beau moment qui m'est resté longtemps. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit j'hésite ce soir, j'irai peut-être bien voir L'inconnu de la Grande Arche ou ça. J'ai dit L'inconnu.
Va voir L'Inconnu. Mais il n'est pas encore sorti. Hein. Oui, mais c'était dans le cadre d'un festival Ah et oui, de c'est rencontres ça. cinéma. D'accord. Et donc, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Bon, après, tu vois, Bataille d'abord, puisqu'elle n'est pas encore sortie, et puis L'Inconnu. Oui, mais là, il n'était pas dans la balance. Non, donc, dans la balance de ces rencontres, je dis non, mais va voir L'Inconnu. Oui, vraiment un beau moment de cinéma. Kika de Alex Poukine. Tu vas prendre la parole toute seule. Alors, on va peut-être mettre la bande-annonce. Oui, mettons la bande-annonce. Merci, Marianne. J'adore cette chanson. J'ai beau me dire... David. Kika. Tu fais quoi là? Je suis assistante sociale. J'ai rendez-vous avec madame, c'est ça? Allez, bonne journée, je t'aime. Rien ne t'efface. Je suis juste un tout petit peu enceinte. Mais comment ça, un tout petit peu? Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout? Faut qu'on bouge d'ici la fin du mois. Y'a quelqu'un à qui tu peux emprunter de l'argent? Comment vous payez votre loyer? Bah, je vends mes culottes sales. Ok, ça je vais pas le mettre dans le dossier. Vous me traitez de gros dégueulasse et je vous donne 50 € de plus. Vous êtes un gros dégueulasse. Pourquoi vous me dites ça? Attendez, c'est vous qui m'avez demandé. Oui, mais argumentez. Ah. Tu débutes, c'est ça? Crachez-moi dessus. Tu dois mettre tes pratiques là. Golden shower, ball busting, paddle, spanking. Pardon, mais je parle pas très bien anglais. T'apprendras sur le tas. Pardon, excusez-moi. Non mais oh, vous me payez là. T'es pleine de boutons, t'es Mais attends, sèche. ça va pas là. Mais en vrai, pute, c'est comme assistante sociale. Dominatrice, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux payé qu'assistante sociale. Je te vois et je m'inquiète pour la petite et je m'inquiète pour toi aussi. Je gère. C'est quoi que vous cherchez dans la douleur? Je cherche rien à la douleur. J'ai tout le temps mal. Mais si au moins, j'ai qu'à dire un mot et ça s'arrête. Refuser de souffrir, c'est aussi refuser de vivre. Ça va aller? J'espère. Je pense à toi. La bande-annonce aborde bien le film parce qu'il y a vraiment plusieurs... Il y a une période sereine, elle tombe amoureuse. On la découvre dans son métier d'assistante sociale, qu'elle gère bien, qu'elle fait bien, froidement mais sûrement. On peut compter sur elle, etc. Puis elle tombe amoureuse, donc elle a une vie amoureuse. Donc la vie est belle. Elle a une fille. Apparemment, ils n'ont pas beaucoup de fric. Hein, les assistantes sociales ne sont pas les plus gros salaires qu'on connaisse. Et puis voilà, elle tombe enceinte et c'est à ce moment-là que son mec meurt dans un accident. Voilà. Donc là, et elle se souvient d'une de ses, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, clientes, patientes pour les assistantes sociales, les bénéficiaires qui racontaient justement comment elle faisait pour vivre. Elle vendait ses petites culottes sales. Et elle dit, on ne le met pas dans le dossier, mais en fait, ça aboutit à ce chemin qui mène parfois certaines femmes à vendre leur corps, d'abord des petites culottes et ensuite leur corps, etc. Parce que les moyens qu'on leur donne pour vivre ne sont pas suffisants. Donc c'est un choix de vie qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Mais bon, qui est quand même réaliste, qui est réel, qui existe vraiment. Donc ça parle de ça, avec une petite image. C'est pas pour rien qu'elle est assistante sociale, parce que les assistantes sociales viennent en aide aux gens qui sont pas bien, et on peut dire que certaines putains font du bien à des gens qui ne sont pas bien aussi. Donc le film raconte ça de façon très très touchant, en fait. On est avec cette jeune femme qui est incarnée par une comédienne que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment très très bien aussi, qui s'appelle Manon Clavel. Donc elle s'appelle Kika, peut-être pour Mika, je ne me rappelle plus. Et le film nous montre quand même comment son passage d'un métier à un autre, les deux en même temps, et quand même comment elle garde, comment c'est difficile quand même pour elle, que c'est pas comme en claquant des doigts que c'est facile d'injurier quelqu'un, c'est pas facile de taper quelqu'un, c'est pas facile de faire ça. Et c'est très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, on change de registre, mais c'est pas drôle non plus. On finit sur deux films qui traitent de la même chose, et j'ai fait exprès de les mettre l'un à côté de l'autre. Les Braises de Thomas Kruithof, qui doit sortir là... Oui, cette semaine, je pense, mercredi. Et puis après, on ira sur Dossier 137, qui sort fin novembre, 22, je crois.
de Dominique Moll. Alors, on est sur les mêmes sujets. On va vous les traiter l'un après l'autre, bien sûr. Les mêmes décors. Moi, je dirais même que c'est pas le sujet. décors. Alors, enfin, on va simplifier. On va se bagarrer. Coupe. Ou film, au contraire. Les gilets jaunes. Oui. En fait, le contexte est le même. Voilà. Les gilets jaunes. Et donc, les gilets jaunes vus de l'intérieur dans les deux cas, mais je tombe dedans et je découvre le mouvement et je me laisse happer par le mouvement qui dérape pendant que mon bonhomme, lui, continue sa vie, puis n'est pas sûr de se sentir très concerné par ce Non, parce que lui, c'est amusant, c'est pas pour rien, il est chef d'entreprise, lui, donc il a quelque chose à faire. Quoi. Bien sûr, et du coup, on se retrouve, en fait, il y a beaucoup de Français se sont retrouvés dans l'un des deux cas de figure. C'est ça. Soit je portais mon gilet jaune, soit je disais, je ne suis pas sûre de me sentir concernée, vous n'allez rien changer, c'est pas suffisamment organisé. Bande annonce. Ce jour-là, j'avais rendez-vous pour la toute première fois avec une certaine jeune fille. On s'était donné rendez-vous à la gare. Elle descend du train. Waouh. C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin. Le groupe Facebook sur lequel je me suis inscrit. Ah, sur la hausse du gasoil. Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi. Il y a une manif? Oui, j'ai envie d'y aller. C'était bien? C'était beau. Je sais pas comment dire, c'est notre pays, quoi. Ça sert à rien ce que vous faites là. Je veux dire, c'est pas de ta faute, mais ça changera rien du tout. J'ai envie de croire qu'on peut essayer de rendre le monde moins con. Moi, je veux qu'on bosse ensemble, Jimmy. Et toi, tu veux faire grandir ta boîte. Tu veux quoi, que je paye les dommages et tes pénalités pour un problème qui vient de chez toi? C'est un égoïsme. J'ai rien fait de mal. Moi, je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute. Et c'est à nous, maintenant, d'être endurants. Elle va casser les couilles à tout le monde avec ses gilets jaunes. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, monsieur Bouvier. Comment t'en es arrivé là? Il faut sauver la boîte, parce que je veux pas voir la famille couler avec. J'ai rien sacrifié, j'ai rien lâché. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. Jimmy, ce que je fais le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Oh putain, Karine, redescends là! Ça me manque ce qu'on avait avant. On entendait la voix d'Arié Wortalter, nom pas facile à prononcer, et de Virginie Efira. Oui. Qui sont tous les deux absolument délicieux et justes. Ce qui est très très bien, c'est aussi ce que tu décrivais tout à l'heure sur la finesse. C'est pas pour contre, c'est pas aussi manichéen que ça. Et c'est pour ça aussi Chacun que le film est raisons. très appréciable. Ouais. On comprend que le mari qui vient d'entamer une entreprise, qui a acheté des camions, qui doit payer tout ça, il n'a pas envie de faire grève alors qu'il a trop d'argent en jeu, quoi. Donc on peut se mettre à la place du chef d'entreprise. Et puis qui ne se sent pas tout à fait concerné. C'est oui, pas ça aussi. Oui, mais parce qu'il n'y croit pas. Et l'histoire lui a presque donné raison, malheureusement. Donc, mais bon, je voulais juste, moi, personnellement, quand j'étais partie voir le film, je pensais que c'était un film sur les Gilets jaunes. Et j'ai presque été déçue à me dire que c'était surtout un film sur un couple. Et donc, je préfère qu'on dise que c'est un film sur un couple, sur fond de Gilets jaunes, pour que les gens ne soient pas déçus. Comme je l'ai été, en tout cas. Les Gilets jaunes sont présents, leur bataille est présente, c'est très malin. On annonce, ah oui, c'est le truc pour l'essence. C'est vrai qu'au départ, c'était ça, mais c'est pas que ça. Après, il y a les manifs, il y a l'engagement et le déchirement entre l'engagement personnel et l'engagement public. Tout ça, c'est vraiment bien raconté, c'est bien vu. Mais pour moi, c'est d'abord le couple qui est en jeu. Le couple, la famille, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir de ce dilemme qu'ils ont chacun en étant de son côté? Jusque-là, ils étaient tout le temps au cocon. Maintenant, ils ont le droit aussi à pas être d'accord sur tout. Et moi, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est justement que ça racontait la France de l'époque. Bien sûr. Donc vraiment, typiquement, comment les Gilets jaunes, enfin cet événement, parce que ce n'est pas les Gilets jaunes en eux-mêmes, mais cet événement a divisé la France. Oui. Il y avait les pour, les contre, et là, c'est les pour, les contre, mais sans manichéisme. Oui. Et donc, au sein de la même famille, c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est au sein du même pays, comment les uns et les autres, alors qu'on est frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est beau ce qu'elle dit, Virginie Efira, quand elle rentre la première fois, on l'entend là dans la bande-annonce, c'était mon pays, c'était la France. C'est magnifique, cet élan de départ. Bon, voilà. Après, le film est vraiment très bien fait. Vraiment, c'est un très bon moment et en tous les cas, un regard posé sur à la fois, en effet, la famille, le couple et cet événement
qui est, me semble-t-il, assez intéressant. Il faut quand même citer le réalisateur, Thomas Je l'ai dit Kruithof. tout à l'heure. Tu l'as dit? Ouais, Pardon. on peut le redire. Kruithof, ouais. J'ai mal écouté. Oui, évidemment. Allez, ce sera retiré sur ta paye. Dossier 137. Dossier 137 de Dominique Moll. Cette fois-ci-là, ça, moi, je l'attends. J'attends avec impatience de vous en parler. Oui, il est merveilleux. Il aurait dû avoir la palme. Mais c'était normal aussi que ce soit plutôt Panahi qui l'ait. Évidemment, il n'y a pas de problème, mais avec un simple accident. Mais non, vraiment, Dominique Moll, mais moi, je suis restée scotchée. Ouais. Alors, on va quand même vous passer la bande-annonce avant de vous en parler. Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi. Un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Les flics là qu'on fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Là, tu baisses d'un ton, là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement était en panique. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. Eh bien, on ne peut que vous encourager à aller voir ce film qui est génial. Mais moi, je suis une fan inconditionnelle de Dominique Moll. Oui. Bon, ça c'est dit. Déjà, avec sa nuit sans... La nuit du 12. Du 12, c'était génialissime. C'était pareil. Enfin, très fort. Là, j'ai trouvé en sortant du film qu'il avait pas assez de distance. Que c'était encore trop frais. Vraiment, c'est presque imperceptible. Mais en fait, pour moi, il a manqué un peu de distance. Et néanmoins, il le fait avec brio. Parce qu'il prend un peu comme dans le précédent, dans Les Braises, et c'est pas pour rien qu'on vous parle quand même des deux dans la même émission, il a pris tous les points de vue. Et il va vraiment, même au niveau du scénario et des personnages, aller en empathie avec chaque point de vue. Donc, les gars du raid là, qui ont utilisé les flashballs ne sont pas des salauds. Les flics qui ont fait leur boulot ne sont pas des salauds. Les gilets jaunes qui étaient là ne sont pas des salauds. La flic qui est superviseuse, donc Léa Drucker, la police des polices, n'est pas une garce non plus. Et les gens... Enfin, c'est vraiment très bien fait. La nana qui est derrière et qui est inquiète, qui a vu dans une scène, qui est la témoin, qui a filmé, n'est pas non plus une garce parce qu'elle est en fragilité et qu'elle n'ose pas et qu'elle dit non, pas du tout. Parce qu'elle est vis-à-vis de la police. Enfin, elle est confrontée à la police. C'est... génial. Et alors, je vais vous dire, moi, comme je l'ai vécu, désolée parce que je te l'ai déjà raconté, je crois, Geneviève, mais moi, je l'ai vu à Cannes dans le cadre d'une projection presse. Les projections presse à Cannes, c'est particulier parce que on est un public qui mange beaucoup de films, bien sûr, et on est plus exigeant, on est certainement plus impoli, on est vraiment pas le meilleur public. Alors, toute une salle de presse, c'est pas le top. On parle un peu, mais très peu, mais parce qu'on a des... Voilà. Bref, c'est pas génialissime. Là, ce qu'il y avait de drôlissime, c'est que ici et là, on sentait les uns qui prenaient parti pour tel truc, les autres qui prenaient... Mais avec une extrême bienveillance et bon enfant. Et c'est exactement ce que dégage le film. Voilà, c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que c'est le reflet type de ce qui se passe à l'intérieur du film. En fait, il n'y a pas de parti pris pour un parti plutôt que pour un autre. Et c'est fait de toute façon avec une grande bienveillance.
Alors, il n'y a pas de parti pris, mais on sent que c'est quand même le blessé qui est au cœur du sujet et qui l'intéresse lui. Il part de ça, effectivement. Il part de ça et il reste là jusqu'au bout et il termine sur lui. Donc, il a quand même un petit parti pris parce qu'il y a des faits, il y a des gens qui ont perdu un œil, il y a des gens qui sont marqués à vie pour un geste, qui n'ont simplement le fait d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, oui, ça c'est l'habitude de Dominique Moll aussi, c'est de partir d'un fait réel. Voilà. Et il y a quand même aussi un parti pris parce que même s'ils ne sont pas gentils, il y a quand même ceux qui sont plus ou moins agressifs parce qu'ils ils ont des excuses, ils leur donnent des excuses. Ils ont des excuses, mais il reste quand même une part d'agressivité qui n'est pas acceptable. Oui, tu as raison d'arrondir. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne leur tape pas dessus. Non, en fait, il n'est pas excessif. Il le fait quand même avec de l'empathie. C'est pas du manichéisme. Il raconte des faits et puis et même il va jusqu'à excuser parce qu'ils ont des ordres, ils sont mal vus, ils sont maltraités. C'est vrai que les flics sont maltraités. Et puis les conditions dans lesquelles ils ont été envoyés. On leur demande de faire ça, c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc là, il y a aussi une petite critique des donneurs d'ordre, mine de rien. Bien sûr, mais qui ne sont pas montrés. Donc on ne peut pas leur taper dessus dans le film. Oui. La responsable la responsable de la police de Drucker qui quand même lui dit, bon, c'est pas le moment parce qu'on va pas se mettre les syndicats au dos. Enfin bref. Donc bon, mais tout est fait poser comme des faits réels et crédibles, complètement crédibles. Donc on marche vraiment. Et moi j'aime beaucoup parce que justement, il a quand même son objectif, c'est la victime, reconnaître la victime. Voilà. Donc voilà, on vous a fait une petite proposition de quelques films comme ça qui sont en novembre. Là, vous pouvez vous faire votre mois complet. Oui. Et puis on en aura d'autres pour décembre. Puis on en aura d'autres, et puis on en a d'autres qu'on a tues parce qu'il faut toujours faire des choix. Et puis en plus, figurez-vous que tout à l'heure, Geneviève, elle part à Sarlat. Et moi, je pars à Metz. Et alors toi, tu vas voir quoi comme festival? Alors Sarlat, c'est foie gras et... Pardon, non, plus sérieusement, c'est un festival... C'est des rencontres? Non, c'est pas des rencontres. C'est un festival pour les lycéens. Des lycéens comme ceux de Jeanne d'Arc, mais non, pas Corneille, mais ils n'y vont pas parce qu'ils vont à Cannes. Mais donc les lycéens, on leur propose des films, des nouveaux films, on leur propose de faire des films, de faire des scénarios. Enfin, c'est un petit festival pour eux. Et du coup, nous, les journalistes et le public peuvent profiter des films proposés. Je vais pouvoir à peu près voir 4 à 5 films par jour, c'est sûr. Et moi, je vais à Metz voir, à côté, à Villerue, découvrir le Festival du cinéma italien. Ah, ça c'est chouette. J'espère vous ramener quelques perles. Et il y a combien de temps ça dure, ce festival? Dizaine de jours. Oh, dis donc. Oui, non, mais j'y vais pas 10 jours. Moi, j'y vais que 3 jours. Oui, mais bon, tu vas quand même en profiter. C'est bien. On m'en fiche, je mangerai du foie gras en pensant à toi. Pardon. Et moi, je mangerai des lasagnes et je chanterai italien. Merci à vous tous encore une fois de nous avoir écoutés et on espère que les films que nous vous invitons à voir vous plaisent vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci Marianne d'être toujours fidèle au poste et de supporter nos éclateries. De nous supporter tout simplement. Merci Geneviève. Merci. Bonne journée à tous, à tout bientôt. Au prochain. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allée au ciné dernièrement? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. On peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça. Et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas.